Salut les mecs. Undertale était un petit jeu indépendant sorti le 15 septembre 2015. Ce projet a vu le jour grâce à une campagne Kickstarter assez modeste de 5000 $, menée tambour battant par Toby Fox. Pourtant, le budget initial a rapidement été multiplié par 10, à la grande surprise de son créateur qui, au passage, a dû mettre le développement en pause afin de passer ses examens universitaires. Et ce qui est fascinant dans ces premières étapes de la vie d'Undertale, eh bien, ce sont les publications de Toby Fox, justement, qui reflètent son ignorance de l'ampleur du projet qu'il est en train de créer. Mais d'un autre côté, comment aurait-il pu savoir ? 5 ans plus tard, Undertale est devenu l'une des forces les plus impressionnantes et déconcertantes d'Internet. Explorer son fandom, c'est comme plonger dans un abîme infini en constante expansion. Et aujourd'hui, justement, j'aimerais revenir sur ce phénomène Undertale. Comment un tout petit jeu indépendant a-t-il été transformé par Internet en un des sujets les plus aimés et surtout détestés de la culture de la toile ? Pour comprendre tout ça, eh bien, il faut commencer par Undertale lui-même. Alors, dans ce jeu, vous incarnez Frisk, un enfant tombé dans un royaume souterrain peuplé de monstres. Et là, le joueur vous offre un choix. Soit affronter ces créatures comme dans un RPG classique et les tuer, ou alors les épargner et devenir leur ami. C'est une idée charmante, mais pas nécessairement révolutionnaire à l'époque. Il faut savoir que des jeux comme Moon proposaient déjà des parcours pacifiques bien avant, en 97. Et à d'autres jeux tels que Soleil ou Warrior of the Sentai, sortis sur Mega Drive il y a bien longtemps, où il était question d'un héros qui, au fil du jeu, comprend que les monstres ne sont pas aussi belliqueux qu'on veut bien lui faire croire, et qu'en réalité les vrais monstres, c'est bien ce sont les humains. Alors pourquoi Undertale a-t-il marqué autant les esprits ? Eh bien la première réponse réside dans ses personnages avant tout. Undertale regorge de personnages des plus mémorables. Prenons par exemple Undyne. Au début, elle semble être une machine à tuer les humains, mais en apprenant à la connaître, eh bien, on découvre que son agressivité est le reflet de sa loyauté envers Asgore, le roi du monde souterrain, et ses proches. Elle est prête à tout pour défendre ce qu'elle aime, même si cela signifie enseigner la cuisine à Papyrus, qui n'est pas fait pour le combat, ou alors soutenir Alphys, scientifique de son état, dans sa passion maladroite pour les animés. Et chaque personnage du jeu, qu'il s'agisse d'Alphys et son humour auto-dépréciatif, de Flowey, qui est à la fois pitoyable et terrifiant, ou de Mettaton, dans sa quête pour devenir lui-même, est écrit avec soin. Même les petits personnages secondaires, tels que Napstablook, le fantôme dépressif, ou Muffet, l'araignée marchande, enrichissent l'univers d'Undertale. Mais cela étant dit, ce ne sont pas seulement les personnages qui rendent le jeu marquant, c'est aussi la façon dont Undertale réagit à nos actions, nous, les joueurs. Chaque décision, qu'elle soit importante ou anodine, trouve un écho dans le jeu. Même des détails comme Sans remarquant que vous avez rechargé une sauvegarde montrent à quel point le jeu est attentif à vous, le joueur. Évidemment, je parle de l'affrontement que le joueur a avec Sans à la toute fin de la run Génocide. Mais quoi qu'il en soit, cette réactivité culmine dans deux parcours principaux, deux runs principales, c'est-à-dire le chemin pacifiste, la route pacifiste, et la route ou le chemin No Mercy, c'est-à-dire sans pitié. Génocide même, si je puis me permettre. Le chemin pacifiste vous demande, vous réclame de ne tuer personne. Ça signifie donc de renoncer à toute progression traditionnelle, c'est-à-dire pas de niveau, pas d'amélioration statistique, rien du tout. Mais ça vous permet d'accéder à une histoire complète des personnages comme Asriel, Asgore ou Toriel. Et ce parcours met en lumière des thèmes puissants, le pardon, l'amour et la possibilité de rédemption. Comme la rédemption d'Asgore par exemple, mais pas que lui. Même après des actes terribles. Et en contraste, la run No Mercy, la run Génocide, transforme le jeu en une expérience sombre et punitive. Vous devez traquer chaque monstre, transformant le monde souterrain en un lieu vide et lugubre. Les dialogues changent pour refléter votre rôle de bourreau, il n'y a plus de musique, même en réalité la run est assez chiante pour 90% de sa durée de vie, vu que vous devez rôder un peu dans toutes les zones, en espérant effectivement que le tout dernier monstre veuille bien montrer son museau afin de le tuer. C'est assez chiant, c'est assez rébarbatif, et le combat contre Undyne par exemple, devient une véritable bataille désespérée, où elle se bat comme une héroïne tragique, consciente de votre supériorité écrasante. Et en réalité, ce qui distingue Undertale, c'est le fait qu'il propose une expérience méta-narrative, donc sa capacité à briser le quatrième mur. C'est pas seulement Frisk, le personnage, qui est interpellé par Flowey ou Sans, c'est vous, le joueur. Le jeu vous confronte directement à vos choix. Allez-vous réinitialiser l'histoire après avoir offert au personnage leur meilleure fin, juste par curiosité, pour voir ce que donne la run Génocide ? En vous rappelant que vous êtes extérieur à ce monde fictif, le jeu illustre l'injustice inhérente à votre position de joueur, capable de manipuler le temps et l'espace à volonté. Et à travers le parallèle avec Flowey, autrefois doté de ce même pouvoir, eh bien Undertale vous pousse à réfléchir. Êtes-vous différent de lui ? Parce que Flowey, effectivement, vous le dit à la toute fin de la run Génocide, que lui-même au début, lors de ses premières runs, puisque Flowey est, comme le joueur, capable de sauvegarder et de revenir dans le temps pour refaire le jeu, eh bien lui, effectivement, au début, il voulait sauver tout le monde. Mais à partir d'un certain moment, la run pacifiste, ça l'a un peu fait chier. Ce qui fait que, à un moment donné, il a commencé à massacrer tout le monde. Et à la fin, est-ce qu'on est vraiment différent de Flowey ? Et donc, ce jeu, c'est surtout une réflexion sur le joueur, c'est une réflexion sur nous-mêmes.
C'est une expérience profondément personnelle, qui nous invite à réfléchir sur nos choix, non seulement dans un contexte ludique, mais aussi dans la manière dont on exerce notre pouvoir sur des êtres en position de faiblesse. Et c'est cette connexion émotionnelle, et on va dire assez intellectuelle également, philosophique, qui explique pourquoi ce jeu provoque des réactions aussi fortes dans le fandom et comment, effectivement, ce jeu a réussi à creuser son trou dans la pop culture d'aujourd'hui. Et croyez-moi, les réactions sont nombreuses et surtout passionnées, parce qu'on va le dire, la passion des fans dépasse toute limite possible. Et c'est la raison pour laquelle je viens de passer autant de temps à vous parler de l'attrait d'Undertale. Parce que, qu'on adore ou qu'on déteste ce jeu, il suscite des émotions intenses chez les gens. Cependant, cela crée aussi un problème. Undertale reste un petit jeu indépendant. En moins de 20 heures, vous pouvez en explorer la majorité de ses contenus significatifs. Et une fois terminé, on se demande qu'est-ce qu'on va faire de toute cette émotion. Si on prend l'exemple d'Asriel, après une fin pacifiste, si vous retournez au début du jeu, vous le retrouverez seul à s'occuper des fleurs dans les ruines. Il ne vous suivra pas, et vous pouvez pas le sauver non plus. Asriel accepte son sort, restez seul, lentement réduit à son état sans âme. C'est la fin de son histoire, ou plutôt ça l'aurait été. Puisque c'est là qu'intervient Dreamer Reborn, une bande dessinée créée par des fans qui réimaginent cette conclusion. Dans cette version, Frisk partage son âme avec Asriel, lui permettant de rejoindre sa famille à la surface et donc de commencer une nouvelle vie. Cette bande dessinée, mise en ligne seulement 8 jours après la sortie du jeu, c'est pour vous dire à quel point c'est un truc de fou, a rencontré un succès immense, au point de générer son propre fangame. Et ce moment a marqué un tournant. Les fans ont compris qu'ils pouvaient créer plus de contenu eux-mêmes. Et ce fut le point de départ d'un véritable raz-de-marée créatif. Si vous aimiez un personnage tel que Alphys, qui a, on va dire, maximum 2 ou 30 minutes de dialogue dans le jeu, eh bien, les œuvres des fans d'Alphys lui ont donné une vie infinie. On peut la voir apprendre à cuisiner avec Undyne, explorer ses expériences scientifiques ratées, se marier, essayer des tenues, débattre sur les animés, tout est à présent possible. Et des animations élaborées ont vu le jour de l'univers d'Undertale, explorant des thèmes tels que la culpabilité d'Alphys et son chemin vers la rédemption grâce à sa rencontre avec Undyne. Ces créations n'étaient en réalité même plus seulement belles, elles enrichissaient l'univers d'Undertale de manière exponentielle, et ce phénomène s'est produit pour tous les personnages principaux. Évidemment, Sans peut-être plus que les autres, puisque je pense que c'est le personnage le plus populaire, on va dire, notre brave squelette, mais quoi qu'il en soit, tout cela reflète la vitesse à laquelle le jeu s'est répandu en ligne, grâce à la passion des fans. Et Undertale est rapidement devenu un sujet incontournable, surtout pour pas mal de youtubeurs tels que moi, où les créateurs de contenu dissèquent chaque détail du jeu, satisfaisant un fandom de plus en plus avide. Le jeu a également captivé des streamers célèbres, dont les let's play ont présenté ce RPG indépendant à des millions de spectateurs, entraînant une explosion du nombre de ses fans, bien évidemment. On peut name-dropper Etika par exemple, à l'époque, qui d'ailleurs malheureusement n'est plus de ce monde, Markiplier également, enfin bref, voilà. Et l'une des expressions les plus spectaculaires de cette popularité réside dans les animations de combat, dans les vidéos animées des combats d'Undertale créés par les fans et qui sont effectivement toutes plus ou moins visibles et visionnables sur YouTube. Et là où les affrontements dans le jeu restent visuellement simples, nécessité technique oblige, avec seulement le cœur représentant le joueur devant éviter les attaques du boss, eh bien, ces animations justement ont libéré toute la puissance dramatique des moments clés d'Undertale. Les fans ont ainsi pu recréer la brutalité désespérée d'Undyne lors de notre duel contre elle dans la run génocide, ou encore la beauté tragique du combat final contre Asriel dans la run pacifiste, magnifiquement illustrée par la musique Hopes and Dreams bien évidemment. Voilà. Une musique extraordinaire, c'est d'ailleurs ma musique préférée, au-dessus de Megalovania, voilà. Je ne m'excuserai pas, c'est mes goûts personnels. Et bien évidemment, et si on doit parler évidemment d'un combat d'Undertale qui a été mis à l'honneur par les différentes animations qu'on peut trouver sur YouTube, bien évidemment, là on parlera du combat contre Sens. L'ultime épreuve de la run génocide, évidemment. Ce combat est une véritable réponse du jeu aux joueurs. Après avoir détruit tout ce qu'il aimait, Sens vous affronte dans un duel infernal, inversant les rôles habituels. Les animations retranscrivent cette violence et cette émotion de manière, on va le dire, assez magistrale. Et en fait, le plus surprenant avec tout ça, c'est pas seulement la qualité de ces animations, mais leur popularité démesurée. Je veux dire, une seule de ces vidéos a été vue 60 millions de fois. Et c'est pas un cas isolé. Il y a une vidéo qui compte 22 millions de vues, 66 millions de vues, 85 millions de vues. Ces animations ont permis à de nombreuses personnes de découvrir Undertale, rendant la communauté autosuffisante. Des fans créent du contenu, attirant de nouveaux fans, qui à leur tour créent encore plus de contenu. Et cela ne s'arrête même pas là. Il y a un véritable univers musical qui s'est construit autour du jeu, avec des remixes, des jeux dérivés programmés par des amateurs, et même des références à Undertale dans des événements complètement improbables, comme l'entrée de Kenny Omega dans un événement de catch,
au son de la musique du jeu, c'est quand même complètement fou. Et le fandom d'Undertale a poussé les limites de la créativité. Même les personnages secondaires, parfois à peine évoqués dans le jeu, ont engendré une multitude de contenus. Fanfiction, comics, peluches, vidéos culinaires, films live, et même des créations, on va le dire, plus ou moins osées, dont je ne parlerai pas aujourd'hui, pour ne pas me faire démonétiser. Mais voilà, si on prend par exemple un personnage qui techniquement n'existe pas, on va prendre WD Gaster, WD Gaster, effectivement, un personnage tellement obscur qu'il n'apparaît que dans des circonstances extrêmement rares. Une chance sur 1000 de le voir dans une run Undertale, selon d'ailleurs un algorithme très complexe du jeu. Pourtant, ce personnage, que, on va le dire, 99% des joueurs n'ont jamais vu sans tricher, est devenu l'un des favoris des fans, avec des bandes dessinées, des animations. Voilà, il y en a une effectivement qui atteint jusqu'à 45 millions de vues. C'est quand même un truc de ouf. Il y a même des jeux entiers basés sur WD Gaster. L'homme qui parle avec les mains d'ailleurs, parce que il me semble que le passeur dans le jeu avertit le joueur de faire attention à l'homme qui parle avec les mains. Et donc on imagine effectivement qu'il s'agit ni plus ni moins de WD Gaster. Mais voilà, tout ce qu'on a c'est juste une apparition de 1 fois sur 1000 selon les runs du jeu, et un mec qui te parle d'un type qui parle avec les mains. Donc voilà, WD Gaster, je veux dire bon, ça aurait pu être aussi un italien, je suis vraiment désolé, bref. Tout ça pour dire que même un personnage aussi quand même, j'allais même pas dire insignifiant, j'allais dire inexistant dans le jeu, a reçu une attention extraordinaire de la part des fans. Et encore une fois, tout ce que je vous dis, ce n'est qu'un début. En octobre 2015, un utilisateur Tumblr a publié une illustration tutoriel sous une forme plus sombre et plus sinistre, donnant naissance à Undertale, un univers alternatif qui réinvente Undertale dans une version plus violente et plus sinistre justement. Et ce concept a été décliné en plusieurs jeux, musique et œuvres d'art, montrant à quel point c'était populaire justement. A l'inverse, il y a eu l'invention de Underswap, qui propose une vision un peu plus douce et paisible, où les personnalités des personnages sont juste échangées. Et ces deux univers ont engendré des communautés massives, produisant encore du contenu aujourd'hui. D'autres variations telles que Horror Tale, Dust Tale ou Outer Tale ont également vu le jour, explorant des concepts allant de l'horreur pure à des versions spatiales de l'univers du jeu. Et en fait là, il est question d'un gouffre sans fin d'Undertale, puisque chaque recoin du jeu a été exploré, transformé, amplifié par ses fans. Et des concepts tels que Swapfell, un mélange d'Underfell et d'Underswap, ou ses variantes, Gold Red et Emerald, montrent à quel point la communauté a repoussé les limites de la créativité. Et plus on creuse, et plus on se rend compte que le fandom d'Undertale est un véritable abîme sans fond, un univers qui continue d'évoluer, alimenté par la passion de ses fans, toujours plus grandissante. Et nous n'en sommes qu'au début. C'est ça qui est extraordinaire, parce qu'il existe encore une fois des centaines d'univers alternatifs, ou AU, pour aller plus vite, d'Undertale, chacun ayant sa propre communauté de fans. Et on peut tomber par exemple sur des concepts tels que Disbelief Papyrus, avec l'accent français, sans vraiment comprendre ce que c'est. Et pourtant c'est une vidéo qui a 20 millions de vues. Normal, j'ai envie de dire. Et beaucoup de ces univers alternatifs comportent leurs propres variantes, des routes pacifistes, neutres et génocides. Imaginez, une recherche sur Papyrus génocidaire Underswap révèle non seulement que cela existe, mais qu'il y a plusieurs animations de combat de boss de cet univers alternatif-là, retraçant cette idée de façon totalement complète. Et la vitesse à laquelle ce contenu est créé et se propage est tout simplement vertigineuse. Et si on prend l'exemple de Fresh Sense, un personnage alternatif populaire de Sense, c'est quand même fou, quelqu'un a imaginé, et si Fresh Sense existait dans l'univers d'Underfell, et ben ça donne naissance à Unfresh Sense. Et puis ensuite quelqu'un a pensé, et si Unfresh Sense était humain? Et donc ça résulte à Human Unfresh Sense. Et donc ça, on parle d'un personnage qui a été inventé par des fans, basé sur un autre personnage créé par des fans, basé sur la création d'un fan, inspiré d'un personnage du jeu original Undertale. C'est quand même un truc de ouf. Là on parle d'un Ouroboros de mutation infinie de l'imaginaire des fans d'Undertale. Et d'autres créations ont pris un virage encore plus étrange et méta, tels que Error Sense, qui voyage d'un univers alternatif à l'autre afin de détruire tous les univers alternatifs, ou Ink Sense, qui encourage les créateurs à imaginer de nouveaux univers pour Undertale. Et puis il y a Underverse. C'est une série animée qui a une durée de plusieurs heures et qui rassemble tous les univers alternatifs d'Undertale en une seule méta-histoire absolument colossale. On y retrouve des personnages tels que Core Frisk, Underswap Papyrus, Ink Sense ou même Cross Sense, venu d'un préquel baptisé Crossverse. Enfin voilà. Ces histoires explorent des thèmes complexes tels que le traumatisme de vivre dans un monde constamment réinitialisé, un thème qui a déjà été un peu exploré par le sens original de Undertale. Mais ce qui rend vraiment Underverse remarquable, c'est que, tout comme Undertale qui reconnaît qu'il est un jeu vidéo, cette série reconnaît qu'elle est une fanfiction. Elle interroge ce que cela signifie d'exister dans des univers où tout peut être réinitialisé à tout moment. Frisk et Kara, seuls à conserver leurs souvenirs des timelines précédentes, doivent sans cesse revivre la perte de leur famille et de leurs amis. Et le truc incroyable avec tout ça, c'est que c'est bien fait.
Les designs des personnages sont magnifiques, le style visuel est impressionnant, et la profondeur des thèmes explorés soutient complètement ce concept ambitieux et audacieux. Et même si Underverse demande une connaissance approfondie des nombreux univers alternatifs d'Undertale qu'ils ont mis en scène, eh bien des millions de personnes ont franchi cette barrière d'entrée. Et ça a généré, ses propres fanarts, ses propres parodies, ses propres analyses, et c'est même pas la série la plus populaire. Il y a Glitch Tale par exemple, une autre série animée centrée sur les combats, qui accumule des dizaines de millions de vues aussi. Et quand on regarde tout ça assez longtemps, il y a quelque chose d'étrange qui se produit. Le jeu original, créé par Toby Fox en 2015, commence à sembler petit à petit n'être qu'une petite partie de ce que Undertale est devenu en fait. Et pour Toby Fox, cette explosion de popularité a été à la fois un honneur et une charge écrasante. Undertale, rappelons-le, est né d'un Kickstarter de 5000 $, conçu par un fan de Mother, un fan de Earthbound, pour ceux qui aiment bien Ness, Lucas et toute l'équipe. Pourtant, 2 mois après sa sortie, il était élu meilleur jeu de tous les temps sur GameFAQs, surpassant des titres légendaires tels que FF7 ou Ocarina of Time. Et cet amour complètement incontrôlable des fans a engendré une réaction violente. Les cringe compilations et les moqueries envers les fans du jeu se sont multipliés sur YouTube et sur plein d'autres plateformes. À cela s'ajoutent des tensions internes au fandom, avec des incidents tels que harcèlement de créateurs qui décident des personnages que certaines personnes ne veulent pas voir dessinés de cette façon-là, ou encore une artiste qui effectivement mange un cookie offert par un fan, mais finalement il y a une aiguille dans ce cookie, enfin bon, c'est de la folie. Et même les créateurs des univers alternatifs Undertale populaires, tels que Underfale et Underswap, ont supprimé leur blog, incapables de gérer la pression des fans complètement avides de sang. Et Toby Fox lui-même a admis avoir tenté de dissuader certains let's players de parler de son jeu, ressentant une sorte d'impuissance face à cet engouement massif. Mais au-delà de tout ça, Undertale reste une œuvre profondément émouvante. La célèbre phrase du miroir dans Undertale qui dit « Malgré tout, c'est toujours toi » capture cette idée. Peu importe comment nous changeons ou comment notre monde évolue, il reste toujours une part de nous-mêmes, une part intacte. Undertale est un jeu qui inspire des émotions puissantes, et grâce à Internet, ces émotions ont trouvé un canal, se répandant dans des créations infinies. Aujourd'hui, ce petit RPG indépendant est surtout et aussi l'un des jeux les plus influents au monde. Et au-delà d'être un jeu révolutionnaire, Undertale c'est surtout une déclaration sur ce que les jeux vidéo peuvent être. En mêlant gameplay novateur, narration émotionnelle et une esthétique unique, Toby Fox a créé une œuvre intemporelle. Et bien que certains pourraient effectivement dire que le jeu est petit par sa taille, son impact sur le médium est immense. Et en explorant davantage les thèmes sous-jacents et en exprimant les mécanismes qui rendent ce jeu si spécial, nous pouvons voir à quel point Undertale transcende les frontières traditionnelles du jeu vidéo, pour devenir une expérience culturelle incontournable. Et une œuvre comme celle-ci nous rappelle pourquoi le jeu vidéo est un art, et pourquoi il mérite d'être pris au sérieux. Et c'est vrai que Undertale, le fait que je l'apprécie, ça peut peut-être faire tiquer quelques-uns, puisque à force de sortir des vidéos et à force d'être salé, j'ai reçu une réputation d'être un mec qui aime pas les trucs populaires. En général, on me dit que j'aime pas Naruto, ou je sais pas quoi, je ne sais quel manga comme DBZ, juste parce que c'est populaire. Bon, je pense qu'on est d'accord que je viens de prouver qu'Undertale, en termes de popularité, c'est difficile de faire pire. Pourtant, je suis un gros fan d'Undertale, là-dessus, y a pas de souci. Et voilà, c'est bien écrit, c'est pas manichéen, il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant. En général, c'est ce que j'aime. Et en plus, évidemment, la route génocide, c'est du pain béni pour moi, bien évidemment. Puisque si vous me connaissez, vous savez que mon trope préféré, c'est le protagonist Journey to Villain. Donc forcément, voilà. Kara me fait plaisir. Je ne peux être qu'un fan de ce jeu. Donc voilà, qu'il soit populaire ou pas. Hein. C'est juste pour, effectivement, balayer quelques doutes, sait-on jamais. Enfin voilà. En espérant que la vidéo vous ait plu, dites-moi si vous voulez que je continue à faire des vidéos sur Undertale. Parce que clairement, hein, là je n'ai fait que gratter la surface de ce que le fandom complètement dingo d'Undertale a créé. Hein. Je pourrais faire encore une petite dizaine de vidéos là-dessus, sans forcer. Alors voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, dites-moi quel est votre AU préféré, enfin voilà. Faites-vous plaisir, abonnez-vous pour encourager la chaîne, likez la vidéo si elle vous a plu, prenez soin de vous, à la prochaine.